Ma belle-fille s'est levée pendant la lecture du testament et m'a annoncé que j'étais déshéritée de la fortune de mon mari, estimée à 52 millions de dollars. Je suis restée figée sur ma chaise. Je n'avais plus de larmes à verser. Je m'étais occupée de lui quand il pouvait à peine bouger. Maintenant, elle agissait comme si je n'existais pas. Mais soudain, l'avocat s'est mis à rire. Quelque chose a changé à cet instant. Qu'est-ce que Thomas avait caché avant de mourir? Et pourquoi avais-je l'impression qu'il essayait de me dire quelque chose d'outre-tombe? Après la cérémonie, je suis restée seule dans le jardin. J'ai regardé les derniers visiteurs s'éloigner en silence. Ils ont laissé derrière eux des tasses à moitié vides, des chaises pliantes et le parfum des lys. Mais personne n'est revenu me proposer de me raccompagner. Pas même Sarah. Elle avait tout organisé, bien sûr. Les fleurs, le diaporama, même les tasses à café. Tout était parfait, d'une perfection presque froide. Impeccable et parfaitement orchestré. Thomas aurait détesté ça. Il disait toujours que les funérailles devaient être un peu chaotiques. Les gens devraient pleurer à chaudes larmes, raconter des blagues nulles, oublier leur parapluie. Ça devrait paraître authentique. Mais là, ça ne l'était pas. C'était comme une représentation répétée, comme si j'assistais au dernier acte d'une pièce à laquelle je n'étais pas invitée. Quand je suis rentrée, Sarah était déjà en train de ramasser les dossiers sur la table de la salle à manger. Je me suis raclé la gorge pour dire quelque chose, mais elle n'a pas levé les yeux. Elle continuait d'empiler les papiers comme une machine. Puis, sans se retourner, elle a dit « On s'occupe des démarches juridiques la semaine prochaine. » J'ai tout arrangé avec le cabinet d'avocats. Pas un mot sur moi. Aucune question sur ce que je voulais. Aucune reconnaissance du fait que j'avais passé les 6 derniers mois à dormir sur une chaise à côté du lit d'hôpital de Thomas, pendant qu'elle était trop occupée à voyager pour des congrès. J'aurais voulu croire que c'était juste du stress ou du chagrin. Peut-être qu'elle ne savait pas comment me parler. Mais elle m'a tendu une petite boîte avec le nom de Thomas écrit dessus. Il m'a demandé de te donner ça, a-t-elle dit. À l'intérieur, il y avait une pince à cravate. Une simple pince à cravate en argent. Pas un mot, pas une lettre. Thomas avait des tiroirs remplis de carnets et de lettres. On s'écrivait des petits mots même quand on vivait sous le même toit. Mais au final, je n'ai eu droit qu'à une pince à cravate. Même pas une de celles qu'il portait d'habitude. Sarah a souri poliment et s'est éloignée comme si l'histoire s'arrêtait là. Comme si elle avait tourné la page. Ce soir-là, j'étais assise dans la cuisine avec une tasse de thé tiède. Et pour la première fois depuis la mort de Thomas, j'ai eu l'impression de ne plus avoir ma place dans cette maison qu'on avait construite ensemble. Les murs sentaient encore son eau de Cologne. Ses livres étaient toujours dans le couloir. Mais j'avais l'impression que mon nom avait été effacé discrètement de chaque pièce. Je me suis dit que j'exagérais peut-être. Que j'étais peut-être juste épuisée. Mais quelque chose avait changé en moi. Il y avait une froideur dans l'air, inexplicable. Et ce n'était pas seulement dû au chagrin. J'avais l'impression d'avoir été effacée de l'histoire, sans que personne ne s'en aperçoive. Comme si tout le monde avait reçu un nouveau scénario, sauf moi. Avez-vous déjà eu l'impression d'être un étranger chez vous? C'est ce que j'ai ressenti ce soir-là. Et ce n'était que le début. L'invitation est arrivée par courriel. Froide et formelle. Envoyée par l'assistante de Sarah, même pas par elle-même. L'objet était « Réunion concernant l'administration de la succession ». Je l'ai fixé longuement. Je ne savais pas si je devais me sentir insultée ou simplement insensible. La réunion était prévue mercredi à 9 h dans les bureaux de son cabinet d'avocat, en centre-ville. Aucun message. Pas un simple « J'espère que vous allez bien ». Juste une heure et un lieu, comme pour un rendez-vous chez le dentiste. Ce matin-là, je suis arrivée avec 5 minutes de retard. La circulation était dense et j'ai dû m'arrêter 2 fois, hésitant à y aller.
L'ascenseur s'est ouvert sur un hall d'accueil élégant qui sentait l'eucalyptus et l'encre d'imprimante. Une jeune assistante m'a lancé un regard qui disait clairement qu'elle ne s'attendait pas à quelqu'un comme moi. J'ai lissé mon manteau et l'ai suivie dans la salle de réunion. La porte s'est refermée derrière moi avec un clic discret. Cette personne était assise autour de la longue table. Toutes portaient des costumes sombres. Sarah était assise en bout de table. Ses cheveux étaient tirés en arrière. Son regard restait fixé sur une pile de dossiers devant elle. Elle ne se leva pas. Ne dit pas bonjour. Elle se contenta d'un léger hochement de tête, comme pour dire « Vous pouvez vous asseoir là-bas ». Je pris place à l'autre bout de la table. C'était la seule chaise vide. Loin des dossiers. Loin du café. Personne ne me tendit de paquet. Personne n'échangea un mot. Sarah s'éclaircit la gorge. En tant qu'exécutrice testamentaire, commença-t-elle, je vais vous présenter la répartition des biens, telle que décrite dans le testament définitif. Sa voix était sèche et professionnelle. Comme si elle présidait une réunion de conseil d'administration. Je restai assise en silence, les mains jointes sur les genoux. J'étais la seule à ne pas avoir de stylo. Elle passa en revue les actions, les comptes en fiducie, 2 propriétés commerciales à Richmond et la participation de Thomas dans un domaine viticole où il avait investi avec des amis. Puis elle annonça que Thomas lui avait transféré la gestion principale de la fiducie familiale 6 mois plus tôt. Je clignai des yeux. Impossible. Je gérais cette fiducie avec Thomas depuis près de 20 ans. Il n'avait jamais évoqué la possibilité de la lui transférer. Sarah poursuivit sans s'arrêter. Elle énumérait les attributions comme s'il s'agissait d'un inventaire. Mon nom ne fut pas mentionné une seule fois. À la fin, un des associés demanda « Et la part de Madame Harper ?» Sarah leva à peine les yeux. Il ne reste plus aucune distribution qui lui est attribuée dans le cadre de la déclaration actuelle. C'est tout. Aucun contact visuel. Aucune explication. Juste la version légale de l'effacement. Je sentis une étrange chaleur me parcourir l'échine, mais mes mains restèrent immobiles. Je ne dis pas un mot. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Mais personne n'y fit allusion. La réunion reprit. Une fois terminée, j'attendis que tout le monde parte. Sarah rangea lentement sa mallette. Presque comme si elle attendait que je dise quelque chose. Mais je ne dis rien. Je me levai, ajustai mon écharpe et sortis sans me retourner. En bas, l'air froid me frappa le visage. Je ne pleurais pas. Je ne ressentais même pas encore de tristesse. Juste un vide. Comme si j'avais vu une partie de ma vie se réduire à un document et être classée sous le nom de quelqu'un d'autre. Sarah ne s'était pas contentée de s'emparer du pouvoir dans cette pièce. Elle s'était approprié le récit. La maison. L'histoire. Elle avait couvert mon silence, et personne ne l'avait contesté. Pas une seule fois. Alors que je marchais vers le parking, une phrase résonnait dans ma tête. Il ne lui reste plus aucun héritage. Je n'étais plus veuve. Je n'étais même plus un simple chiffre. Je n'étais plus rien. Je rentrais chez moi et restais assise dans le noir pendant une longue période cet après-midi-là. Je ne voulais pas allumer la lumière. Le silence dans la maison était plus assourdissant que n'importe quelle conversation. Je n'avais toujours pas déballé les dernières affaires de Thomas de l'hôpital. Sa canne reposait près de la porte de derrière, là où il l'avait laissée la dernière fois que nous étions rentrés de sa chimiothérapie. Je ne l'avais pas déplacée. Je n'y arrivais pas. Plus tard dans la soirée, j'ai ouvert le tiroir du bureau de Thomas. Ce n'était pas prémédité. Mes mains ont agi instinctivement, avant même que je réfléchisse. Le tiroir a grincé comme toujours. Il disait qu'il avait besoin d'huile. Je répondais toujours que je l'aimais bien comme ça. Ce bruit signifiait qu'il était rentré. À l'intérieur, il y avait de vieilles enveloppes, des reçus de commandes de livres, son porte-mine préféré et quelques post-it décolorés avec des rappels de course.
Tout au fond, sous un cahier à couverture en tissu, j'ai trouvé une petite chemise en papier craft que je ne reconnaissais pas. Pas d'étiquette. Pas de date. Je l'ai ouverte et j'y ai trouvé 3 feuilles de papier. La première était un brouillon manuscrit. Son écriture. Incontestablement la sienne, quoique un peu tremblante. Elle remplissait toute la page. Pas de formule de politesse. Pas de signature. Juste un petit mot écrit de sa voix douce et posée. Sarah veut que je mette à jour le testament. Elle dit qu'il faut qu'il reflète mes biens actuels. Je lui ai demandé pourquoi maintenant et elle a dit que c'était pour plus de clarté. Je crois qu'elle est prudente. Trop prudente. Elle a commencé à rédiger des papiers pour moi. Je n'ai encore rien signé. Je n'en ai rien dit à Margaret. Je sais qu'elle poserait les questions que je redoute. Je fixai le papier. Mes yeux le parcoururent encore et encore, cherchant un autre sens. Mais le message était clair. Il avait des doutes. Il ne me l'avait pas dit. Il avait pressenti quelque chose, mais il était resté silencieux. La deuxième page était une photocopie du testament le plus récent. Je ne l'avais jamais vu. Sarah m'avait montré la version signée lors de la réunion, mais celle-ci était manifestement différente. Il y avait des notes dans les marges, des modifications, des corrections, plusieurs passages entourés au stylo rouge. Mon nom y figurait. La phrase disait « En cas de décès, je lègue mes biens personnels, y compris mes parts de maison et mes comptes désignés, à ma femme, Margaret Harper. » Elle était barrée. Une note manuscrite en marge disait « À discuter avec Sarah ». La troisième page était un agenda dactylographié de rendez-vous. Des consultations juridiques. 2 des dates remontaient à plusieurs mois. À l'époque où Thomas faisait des allers-retours en cure de désintoxication. Je n'étais même pas au courant de ces rendez-vous. J'étais avec lui presque toutes les heures. Il n'était seul que lorsque Sarah venait prendre le relais. Le dossier était fin, mais il me semblait peser une tonne. Je déposai délicatement les pages sur le bureau et me laissai aller en arrière. Le ventilateur de plafond tournait au-dessus de moi. Lentement et régulièrement. Je fermai les yeux et repensai à la dernière fois que Thomas et moi avions parlé du testament. C'était pendant le dîner. Une soirée simple et calme, comme toutes les autres. Il avait dit « Ne t'inquiète de rien, Maggie. » J'y ai veillé. Je me souvenais de la façon dont il avait tendu la main par-dessus la table et serré mon poignet. Je me souvenais de la douce pression de son pouce sur ma peau. À présent, je ne ressentais plus que l'empreinte glaciale de son absence. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Assise dans le bureau, je relisais les pages jusqu'à ce que le ciel, dehors, passe du noir au gris pâle. J'ai regardé le matin se dessiner autour de moi. Un coin après l'autre. À l'aube, je savais que ce n'était pas une simple erreur. Pas une faute de frappe. C'était délibéré. Sarah avait manigancé quelque chose, et Thomas l'avait pressenti. Peut-être même avait-il essayé de l'en empêcher. Mais c'était trop tard. J'ai remis les pages dans le dossier et les caché sous une pile de vieux numéros de National Geographic, dans le placard du couloir. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire. Je n'avais pas de plan. Mais je savais que je ne pouvais pas laisser tomber. Le lendemain matin, j'ai appelé Benjamin Porter. Nous ne nous étions pas parlé depuis des années. Pas depuis la fête de départ à la retraite de Thomas. Benjamin avait toujours été un homme fiable. Le genre d'homme qui ne haussait jamais la voix, mais qui, pourtant, imposait sa présence. Thomas lui faisait confiance. Moi aussi. Il a décroché à la deuxième sonnerie. Quand j'ai dit mon nom, il a marqué une pause avant de répondre. Sa voix était calme, mais je sentais la surprise. Il a accepté de me voir le lendemain. Après avoir raccroché, je me suis tenue près de la fenêtre et j'ai regardé le jardin. Le vent arrachait les dernières feuilles d'érable. Les mêmes arbres que Thomas avait plantés 30 ans plus tôt.
Il disait qu'il nous survivrait tous les deux. Et peut-être bien. Mais je ne laisserai pas le silence être son dernier souvenir. Pas tant que je respirais. Benjamin m'a rejoint dans un petit café tranquille, à l'angle de Cedar Street. Il n'avait pas changé depuis des années. Toujours les mêmes banquettes en bois, les mêmes tasses ébréchées et le même jazz en fond sonore. Il s'est installé en face de moi. Son manteau était encore humide de la bruine matinale. Il hocha légèrement la tête. Je n'ai pas perdu de temps. J'ai ouvert le dossier et l'ai fait glisser sur la table. Il lisait en silence, les lèvres pincées. Arrivé au mot écrit de la main de Thomas, il fronça les sourcils. Il ne dit rien tout de suite. Il feuilletait les pages frénétiquement, comme s'il essayait de reconstituer la chronologie des événements. Je restais immobile, les mains crispées sur une tasse de thé tiède. Le regarder lire rendait la situation plus réelle. Comme si je n'avais pas imaginé les corrections, les marques rouges, cette ligne où figurait mon nom, désormais barrée en silence. Il finit par parler. Ni paniqué, ni apitoyé, juste d'une fermeté tranquille qui me laissait deviner qu'il avait déjà vu ça. C'est plus que suspect, dit-il. C'est intentionnel. Il sortit un bloc-notes de la poche de son manteau et commença à faire une liste. Il nota les dates du dossier. Les noms des cabinets d'avocats mentionnés par Sarah. Il encercla un détail auquel je n'avais pas pensé. Les signatures des témoins sur le testament mis à jour ne correspondaient pas à des noms que je reconnaissais. Aucun des deux n'avait jamais mis les pieds chez nous. Thomas avait toujours préféré faire appel à des connaissances. Un voisin. Un ami du club de golf. Le fait que Sarah ait fait appel à des témoins extérieurs sans m'en informer m'a paru suspect. Nous avons convenu de procéder discrètement. Pas de confrontation. Pas encore. Benjamin a dit que nous commencerions par vérifier la dernière version du testament déposée auprès du comté. Il demanderait des copies certifiées conformes et les comparerait à mes notes. En attendant, je laisserai tout le reste en l'état. De retour à la maison, j'ai ouvert le placard du couloir et j'ai rangé le dossier dans un coffre-fort que nous utilisions pour les passeports et les documents médicaux. Puis je me suis assise à l'ancien bureau de Thomas et j'ai ouvert son agenda. Sarah avait déjà emporté la plupart de ses affaires. Elle avait mis ses livres en carton, donné ses vêtements, envoyé ses clubs de golf à un ami. Mais l'agenda était toujours là. Un simple agenda relié cuir, avec des notes griffonnées au crayon. C'est là que j'ai trouvé le nom d'Howard Grant. Il était inscrit au crayon un mardi matin. Encerclé 2 fois. Je reconnaissais vaguement ce nom. C'était un conseiller fiscal que Thomas avait rencontré par le biais d'une association il y a des années. Je ne l'avais pas revu depuis une éternité. Mais le fait que Thomas l'ait rencontré alors qu'il était malade et ne m'en ait jamais parlé me blessait plus que je ne voulais l'admettre. J'ai appelé Benjamin et je lui ai tout raconté. Il a dit qu'il se renseignerait. Qu'il le contacterait peut-être discrètement. Si Howard avait participé à la planification successorale, même brièvement, il avait peut-être remarqué quelque chose que Sarah voulait cacher. Les jours suivants s'écoulèrent lentement. Je poursuivais mes habitudes comme si de rien n'était. Faire les courses. Arroser les plantes. Assister à ma réunion de club de lecture, même si je n'ai quasiment pas prononcé un mot cette semaine-là. En apparence, tout semblait identique. Mais au fond de moi, j'étais sur le qui-vive. J'observais. J'attendais. Puis, vendredi, Benjamin appela. Il avait parlé à Howard. Ce qu'il me dit me glaça le sang. Howard se souvenait de Thomas arrivant. L'air amaigri et épuisé. Il avait du mal à tenir un stylo. Ils avaient discuté pendant près d'1 heure de la fiducie. Thomas avait des questions concernant la désignation des bénéficiaires et la mise en place de protection à long terme pour moi. Mais Howard dit que Thomas semblait hésitant. Il répétait que Sarah s'occuperait de tout. Qu'elle l'aidait. Howard avait proposé de mettre en place un examen indépendant.
juste pour s'assurer que tout était correctement et en toute transparence. Mais Thomas n'a jamais donné suite. Une semaine plus tard, Sarah appela pour annuler le rendez-vous. Elle dit que Thomas n'avait plus besoin de ce service. Benjamin marqua une pause au téléphone. Il laissa cette information faire son chemin. Il dit qu'Howard avait encore les notes d'admission. Ces documents n'avaient aucune valeur juridique, mais ils prouvaient que Thomas avait des inquiétudes. Ils révélaient ses intentions, ses doutes. Et cela pourrait suffire à ouvrir une enquête officielle si nous décidions de suivre cette voie. Je l'ai remercié et me suis assise sur le bord du lit. Le téléphone est resté dans ma main longtemps après la fin de l'appel. Ce soir-là, j'ai sorti un vieil album photo. Non par nostalgie, mais pour y voir plus clair. J'ai regardé des photos de Thomas lors de réunions de famille, de fêtes, de dîners entre amis. Sur presque chaque photo, Sarah était là, quelque part en arrière-plan. Souriante. Prête à aider. Préoccupée. J'avais cru un temps qu'elle était loyale. Qu'elle voulait notre bien. Mais maintenant, je ne pouvais plus l'ignorer. Son placement stratégique. La façon dont elle parvenait toujours à être celle à qui l'on confiait la logistique. Les documents. Les plans. Elle se préparait à cela depuis longtemps. Et ce qui me faisait le plus mal, ce n'était pas seulement la trahison. C'était de réaliser que Thomas savait que quelque chose n'allait pas et ne m'en avait rien dit. J'ai remis l'album sur l'étagère et éteint la lumière. Je n'éprouvais aucune colère. Pas encore. Juste une résolution tranquille. Quoi que Sarah ait réécrit, je trouverai le moyen de lui répondre. Je n'ai presque pas dormi après l'appel avec Benjamin. J'avais toujours cru en la patience. Qu'il fallait laisser aux gens le temps de se révéler. Mais maintenant, chaque jour qui passait sans réponse me donnait l'impression de laisser Sarah réécrire l'histoire à son avantage. Le lundi suivant, Benjamin a rappelé. Son ton était différent. Plus rapide. Plus urgent. Mais toujours ferme. Il avait consulté les archives du comté et trouvé quelque chose d'étrange. La version finale du testament de Thomas, déposé et exécuté, portait un numéro de dossier différent de celui du brouillon. En soi, ce n'était pas alarmant. Mais la version originale, celle que Thomas et moi avions examinée ensemble un an auparavant, avait disparu des archives officielles. Elle avait été marquée comme caduque. Mais aucun document n'indiquait qui avait initié ce changement. Benjamin a dit qu'il voulait faire appel à quelqu'un d'autre. Elle s'appelait Laura Vance. Spécialiste des litiges successoraux. Elle avait de l'expérience en matière de contestation de testament et de falsification de documents. J'ai accepté, malgré une certaine hésitation. Plus nous creusions, plus je craignais de découvrir quelque chose de pire encore. Nous nous sommes rencontrés au bureau de Benjamin mercredi matin. Laura était perspicace, tant par son ton que par son allure. La cinquantaine. Vêtue simplement. Pas un geste superflu. Elle écoutait Benjamin exposer ce que nous avions jusqu'alors. Elle posait des questions, aucune ne m'était adressée. Puis elle a demandé des copies de tout, notes, entrées de l'agenda, les scans fournis par Howard, même les notifications officielles de Sarah. Lorsque Benjamin a mentionné les témoins inconnus, elle a haussé un sourcil. Elle a dit que leur nom était déjà apparu dans une autre affaire. Des notaires non agréés payés pour signer des documents sans présence ni vérification. Elle a noté les détails sur un bloc-notes sans s'arrêter. Puis elle a levé les yeux et a dit, ce n'était pas simplement bâclé. C'était clairement une mise en scène. Je suis resté silencieux un moment. Je les ai simplement observés, tous deux, travailler comme des chirurgiens sur les vestiges de ma vie. Puis je me suis levé et je suis allé à la fenêtre. J'ai contemplé la ville. Thomas disait souvent qu'il aimait les bureaux avec vue, car cela lui rappelait à quel point nous étions petits. Que malgré tous nos projets, la vie continuait de s'écouler au-dessus et en dessous de nous. Avant mon départ,
Laura m'a dit qu'elle déposerait une demande de renseignement auprès du tribunal des successions. Discrètement. Si Sarah avait fait quoi que ce soit d'illégal, il y aurait des traces. Un courriel. Un horodatage. Même des documents, même sous couvert de procédures courantes. De retour à la maison, je suis allée au garage pour la première fois depuis des semaines. J'ai ouvert le vieux classeur de Thomas. Il y avait encore une légère odeur de tabac et de pain. J'ai sorti un des tiroirs du bas. Celui qu'il utilisait pour ses déclarations d'impôts. À l'intérieur, des dossiers classés par année. Près de 20 ans en arrière. Dans le dossier de l'année précédente, j'ai trouvé un document intitulé « Addendum à la fiducie révocable ». Il n'était pas signé. Le texte avait été modifié plusieurs fois. Comme si Thomas avait longuement hésité sur la formulation. Mais ce qui m'a frappé, c'est la section intitulée « Protection du survivant ». Mon nom y figurait. Écrit clairement. Avec des notes de sa main suggérant des dispositions supplémentaires. Soins de santé, logement, assistance juridique. Des choses dont il voulait s'assurer que je n'aurais jamais à me soucier. À côté, dans la marge, Thomas avait griffonné une phrase que j'ai immédiatement reconnue. On en a parlé. Sarah a dit qu'elle s'en occuperait. J'ai eu l'impression d'assister au moment où il m'a lâché prise. Au moment où il a pris du recul. Peut-être par épuisement. Peut-être par confiance mal placée. J'ai fait une copie du document et j'ai appelé Benjamin. Il m'a dit de l'apporter le lendemain matin. Ce soir-là, assise sur la véranda avec une tasse de thé, j'écoutais le vent. J'avais des courbatures que je n'avais jamais ressenties auparavant. Non pas à cause de l'âge, mais à cause du poids de secrets qui n'étaient pas les miens. Je repensais à la facilité avec laquelle mon nom avait été effacé de ce que Thomas et moi avions construit toute une vie. Et à la rapidité avec laquelle quelqu'un d'autre avait comblé le silence qu'il avait laissé. Pendant des années, j'ai cru que l'amour signifiait faire confiance aveuglément. Mais peut-être que l'amour signifiait aussi protéger la vérité quand quelqu'un d'autre en était incapable. Même si cette vérité était gênante. Même si cela signifiait rouvrir des blessures à peine cicatrisées. Le lendemain matin, je me suis levée avant l'aube et je me suis habillée avec soin. Non par vanité, mais par souci de clarté. J'avais besoin de me sentir à nouveau moi-même. Comme la femme que Thomas avait épousée. Pas comme le fantôme que Sarah s'efforçait d'effacer de l'histoire. Je suis arrivée au bureau de Benjamin avec le nouveau document. Laura était déjà là. Elle l'a lu à voix basse, les lèvres serrées. Lorsqu'elle eut terminé, elle leva les yeux et dit que cela nous aiderait beaucoup. Elle expliqua la suite des opérations. Une requête visant à préserver le patrimoine restant. Si le tribunal l'acceptait, Sarah perdrait la possibilité de déplacer des fonds ou des biens jusqu'à la fin de l'enquête. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la protection. J'ai acquiescé. Je n'avais pas besoin de vengeance. J'avais besoin d'espace pour respirer. Et de me souvenir de Thomas non pas comme d'un homme qui m'avait abandonné, mais comme de quelqu'un qui avait essayé, et peut-être échoué, de me protéger jusqu'au bout. Mais si elle avait bouleversé les termes de notre vie, alors j'en réécrirais la fin. À ma façon. Discrètement. Délibérément. Et cela commencerait maintenant. Laura m'a appelé 3 jours plus tard avec une nouvelle. La requête de gel de la succession avait été approuvée. C'était une mesure temporaire, mais cela signifiait que Sarah ne pouvait plus transférer de fonds ni céder de titres de propriété sans l'autorisation du tribunal. Je n'ai pas dit grand-chose quand elle me l'a annoncé. J'ai juste expiré et laissé le silence s'installer. C'était comme un premier pas concret en avant. Le même après-midi, j'ai reçu une enveloppe par la poste. Sans adresse d'expéditeur. À l'intérieur, une simple feuille de papier. Une invitation imprimée. Sarah organisait une réception privée au country club. Un hommage à Thomas. Cocktail et amuse-bouche. Une vente aux enchères caritative en son nom.
Au dos, j'ai remarqué la date. Dans 4 jours seulement. Je l'ai longuement dévisagé. Personne ne m'avait prévenu. Pas un coup de fil. Pas un SMS. Et pourtant, elle avait osé m'envoyer une invitation glacée, avec des lettres en relief. Comme si j'étais une simple invitée, et non la femme qui avait passé 43 ans aux côtés de Thomas. Je ne l'ai pas jetée. Je l'ai glissée dans le tiroir près du canapé et j'y ai réfléchi. Ce soir-là, j'ai appelé Benjamin. Je lui ai dit que je voulais venir. Il n'a pas demandé pourquoi. Il a simplement proposé de m'accompagner au cas où. Mais j'ai refusé. Il ne s'agissait pas de confrontation. Pas encore. Il s'agissait d'être présente. De rester là, immobile, dans une pièce dont quelqu'un d'autre avait tenté de m'effacer. Le samedi venu, je me suis habillée avec soin. Un pantalon bleu marine. Un chemisier en soie que Thomas m'avait offert pour nos 35 ans de mariage. Une fine chaîne en argent. Rien d'extravagant. Rien d'ostentatoire. Mais tout était intentionnel. Le parking du country club était déjà plein à mon arrivée. J'ai reconnu la moitié des noms sur la liste des invités à l'entrée. Des amis de Thomas. Des collègues. Des membres du conseil d'administration. Des personnes qui avaient partagé des dîners chez nous. Des anniversaires trinqués. Des cartes de Noël. À l'intérieur, la salle était lumineuse. Parquet ciré. Centre de table floraux. Une photo de Thomas, encadrée d'or, trônait près du bar. C'était celle que Sarah avait insisté pour utiliser dans la nécrologie. Celle où il avait l'air fatigué. Son sourire était effacé. Je détestais cette photo. Sarah était au centre de tout. Élégante. Imperturbable. Chacun de ses mouvements était calculé. Elle saluait les invités d'un léger hochement de tête, telle une reine recevant ses sujets fidèles. Lorsqu'elle m'aperçut, son expression vacilla un instant, puis elle sourit. J'acquiesçai d'un signe de tête, sans lui rendre son sourire. Je me dirigeai vers un coin plus tranquille de la pièce, près d'une table où étaient exposés les objets destinés à la vente aux enchères. Il portait l'étiquette « Les objets préférés de Thomas ». Une balle de baseball signée. Un stylo ancien. Un roman en édition originale que je lui avais offert pour son anniversaire. Je tendis la main vers l'un d'eux. Je touchai le coin de la reliure. Mon nom n'apparaissait nulle part sur l'étiquette. Je reculai. Un homme que je ne connaissais pas s'approcha et se présenta comme un ancien associé de Thomas. Il parla aimablement, disant qu'il était heureux de me revoir. Puis il me demanda comment je gérais la succession, si j'avais modifié la répartition des fonds. Je le fixai, prise au dépourvu. Il supposait que j'étais toujours l'administratrice. Quand je lui ai dit que non, que j'avais été écartée avant le décès de Thomas, son visage s'est crispé. Une légère confusion. Un malaise poli. Puis il a hoché la tête et s'est éloigné. Ce n'était pas grand-chose, mais cela m'a mis la puce à l'oreille. Sarah n'avait pas tout dit. Ni au sujet du testament. Ni au sujet du changement de direction. Ni même au sujet des objets mis aux enchères qu'elle avait emportés de chez moi sans mon consentement. Je suis restée 20 minutes de plus seulement. Juste le temps de parler avec un ancien collègue de Thomas au conseil d'administration. Il a mentionné, presque en passant, avoir reçu un courriel de Sarah des semaines avant le décès de Thomas. Ce courriel contenait des suggestions de montant de dons, du jargon juridique, et l'expression « responsabilité de l'associé gérant ». Je l'ai remercié. J'ai souri. Et je me suis excusée. De retour dans la voiture, moteur éteint, les mains sur le volant, j'ai compris. Sarah n'avait pas attendu le décès de Thomas. Elle avait commencé à préparer la transition de son vivant. Elle avait utilisé sa maladie comme prétexte. Sa confiance comme monnaie d'échange. Et mon silence comme autorisation. Mais ce silence touchait à sa fin.
Le lendemain matin, j'ai rencontré Benjamin et Laura. Je leur ai remis mes notes. Tout ce que j'avais recueilli cette nuit-là. Chaque phrase. Chaque incohérence. Laura s'est adossée, pensive. C'était plus qu'une simple infraction financière. Cela indique une préméditation. Et potentiellement une coercition. Benjamin a acquiescé. Ils allaient commencer à rédiger une requête pour contester le testament. Non seulement pour ma part, mais aussi pour le respect des dernières volontés de Thomas. J'ai quitté leur bureau et suis rentré lentement à pied. Non pas par fatigue, mais parce que chaque pas me rappelait qui j'étais encore. L'épouse. Le témoin. Celle qui restait debout après que les applaudissements se soient tus. Et maintenant, celle qui était enfin prête à parler. Le lundi suivant a commencé sous la pluie. Fine. Continue. Inflexible. Assise à la table de la cuisine avec mon café, je regardais les gouttes frapper la vitre comme de minuscules rappels que le monde continue de tourner même quand tout temps nous s'est arrêté. À 9h15 précise, Benjamin a appelé. Il m'a dit que Laura avait déposé une requête pour contester le testament, invoquant formellement une possible fraude et une influence indue. Le tribunal avait accepté la requête et fixé une audience préliminaire sous 2 semaines. Ce serait bref, juste le temps d'établir les bases, mais cela permettrait aussi de mener l'enquête. Nous pouvions donc commencer à demander les communications internes, les documents financiers et les documents numériques du cabinet de Sarah. J'avais l'impression d'ouvrir une porte close. Cet après-midi-là, j'ai rencontré Laura à son bureau. Elle était déjà au téléphone, alors son assistante m'a fait entrer dans la petite salle de réunion. Des copies des documents successoraux étaient étalés sur la table, des onglets de couleurs différentes, des courriels imprimés et une chronologie partielle scotchée au mur. Laura m'a rejoint 10 minutes plus tard, tenant un document imprimé. C'était un courriel que Sarah avait envoyé 6 semaines avant le décès de Thomas. Il était marqué comme confidentiel. L'objet était « Structure révisée, actions immédiates ». Le corps du message était court mais clair. Sarah avait demandé à son équipe d'accélérer la finalisation des documents de fiducie et de supprimer toutes les clauses qu'elle jugeait discrétionnaires. Mon nom avait été mentionné une seule fois. Une phrase brève. Retrait des privilèges de co-bénéficiaires conformément à notre discussion. C'était tout. Ma présence entière. Mes décennies passées aux côtés de Thomas. Réduite à une simple ligne dans la chaîne de courriel de quelqu'un d'autre. Laura ne me regarda pas. Elle n'en avait pas besoin. Elle me demanda simplement si j'étais prête à procéder à l'audience et à la procédure formelle qui suivrait. J'ai dit oui. Sans hésiter. Les jours suivants s'écoulèrent dans un tourbillon de paperasse et de détermination silencieuse. J'évitais les conversations inutiles. Je me faisais discrète. Chaque soir, je me promenais dans le quartier. Je passais devant des maisons encore décorées de couronnes de Noël. Rien ne semblait différent de l'extérieur. Mais je savais désormais que les choses étaient plus complexes. Les trahisons les plus dangereuses ne s'annoncent jamais en fanfare. Elles arrivent sournoisement. Dans les courriels. À l'encre. Dans l'effacement d'un nom. Jeudi, Laura avait rassemblé suffisamment de documents pour commencer à émettre des citations à comparaître. Elle a déposé une requête pour obtenir l'accès complet aux communications numériques de Thomas durant les 6 derniers mois de sa vie. Elle a également demandé à interroger l'une des assistantes juridiques de Sarah, celle-là même qui avait authentifié les documents litigieux sous la supervision de Sarah. Benjamin a examiné les dossiers et a constaté des incohérences dans l'horodatage de 2 signatures. Toutes 2 avaient été enregistrées un dimanche soir, alors que le bureau était censé être fermé. À la lecture de ce détail, je suis restée figée. Thomas détestait travailler le week-end et ne signait jamais rien sans me demander de le relire. Ces dates du dimanche en disaient long. J'ai autorisé Laura à faire appel à un expert en écriture. Nous comparerions les signatures connues de Thomas,
figurant dans son dossier médical, avec celle des documents révisés. Ce ne serait pas une preuve définitive, mais suffisant pour semer le doute. Cette nuit-là, je suis restée assise en silence. Non pas accablée de chagrin, mais lucide. Pour la première fois depuis des mois, j'ai senti l'équilibre basculer. Ce week-end-là, je suis allée au cimetière. Le silence régnait. Le ciel était bas et gris. La pierre tombale de Thomas était simple. Son nom complet. Les dates. Une courte phrase en dessous. Il a vécu avec grâce. Il est parti avec amour. Je suis restée là un long moment. Je ne lui ai pas adressé la parole. Pas à voix haute. Mais j'ai laissé le poids de l'instant m'envahir. Je savais maintenant qu'il avait fait confiance à la mauvaise personne. Et qu'il avait laissé trop de choses inachevées. Mais je ne lui en voulais plus. J'avais passé trop de nuits à me demander ce qu'il pensait à la fin. À me demander s'il avait essayé de me protéger et s'il avait échoué. Mais cela n'avait plus d'importance. Car désormais, je protégerais moi-même la vérité. En rentrant chez moi, j'ai trouvé un message de Laura. Court. Direct. L'assistante avait accepté de parler. Elle serait interrogée sous serment le mardi suivant. Et elle était prête à parler des incohérences qu'elle avait remarquées. Elle n'était pas sûre de comprendre tout cela. Mais elle avait pris des notes. C'est à ce moment-là que tout a basculé. Sarah avait tout manigancé. Elle avait étouffé toute dissidence. Mais elle avait oublié un détail infime. Quelqu'un avait observé. Quelqu'un avait remarqué. Et maintenant, quelqu'un était prêt à parler. Ce soir-là, en éteignant la lumière, je suis restée un instant de plus que d'habitude sur le seuil de notre chambre. Le lit était encore impeccablement fait. La photo sur la commode, celle de nous deux dans le Vermont, riant dans le vent, était toujours légèrement inclinée vers la gauche. Et pour la première fois depuis des semaines, je ne me sentais plus étrangère à ma propre histoire. Je me sentais comme une femme retrouvant sa place légitime. Non pas par colère, mais par vérité. Mardi matin, le temps était frais et calme lorsque je suis arrivée au bureau de Laura. La ville n'était pas encore tout à fait réveillée. Et les trottoirs étaient encore enveloppés de ce brouillard matinal qui donnait à toute une impression de douceur, comme suspendu dans le temps. Dans la salle de conférence, les lumières étaient déjà allumées. Benjamin était là. Il triait un épais dossier de documents imprimés. Laura se tenait près de la fenêtre. Elle parlait doucement au téléphone. Sur la table se trouvait un petit enregistreur vocal et une tasse de thé préparée pour l'invité que nous attendions. Elle s'appelait Emily Kane. La trentaine. Un regard perçant. Mais une certaine agitation se lisait dans ses mains. Comme si elle n'avait pas encore trouvé comment canaliser sa peur. Elle entra à l'heure précise. Vêtue d'un cardigan gris et d'un jean foncé. Sans maquillage. Sans bijoux. Juste une détermination tranquille. Laura lui proposa de s'asseoir. Puis elle lui expliqua les modalités de la déposition. Émilie acquiesça. Elle avait compris. Elle avait déjà examiné les documents. Elle en avait conservé des copies. Elle n'était pas là pour accuser qui que ce soit directement. Elle voulait simplement que la vérité éclate. Elle commença par la chronologie. Sarah l'avait impliquée dans les modifications de la succession 6 semaines avant le décès de Thomas. Émilie trouva étrange que certaines procédures standards aient été négligées. Normalement, lorsqu'une personne de l'envergure de Thomas modifiait un testament ou une fiducie, des réunions étaient organisées. Des séances de révision. Des actes notariés étaient établis. Mais dans ce cas précis, les choses s'étaient précipitées. Trop rapidement. Émilie raconta une soirée où elle était restée tard au bureau. Elle était retournée chercher sa veste et avait aperçu Sarah et une autre collègue dans la salle de conférence, avec une pile de formulaires non signés. Sarah lui avait demandé d'être témoin d'une signature. Elle n'avait pas vu Thomas signer directement.
Quand elle avait posé la question, Sarah avait éludé la question, prétextant qu'il était juste sorti. Elle avait ajouté que c'était urgent et qu'il suffisait d'être témoin. Rien de grave. Ce moment était resté gravé dans la mémoire d'Émilie, à tel point qu'elle l'avait noté dans son agenda. Elle avait emporté cette page avec elle. La note était simple. 19h43, dimanche. Signature de ST absent. Laura posa quelques questions discrètes pour clarifier la situation. Émilie y répondit avec calme. Elle n'était pas amère. Elle ne cherchait pas les ennuis. Mais elle avait remarqué des incohérences. La date de la signature ne correspondait pas aux métadonnées du fichier. La mise en page du testament avait été modifiée pour supprimer les sections de référence qui auraient nécessité ma contre-signature en tant que cofiduciaire. Benjamin et Laura échangèrent un regard. Puis Émilie ajouta quelque chose. Elle se souvenait avoir surpris une conversation téléphonique de Sarah dans son bureau. Elle parlait à quelqu'un de la distribution rapide des actifs. La phrase qui l'avait marquée était « liquider discrètement ». Sans délai. C'était 2 jours avant l'hospitalisation définitive de Thomas. En partant ce soir-là, Émilie confia qu'elle sentait que quelque chose clochait. Mais Sarah avait du pouvoir. De l'influence. Et Émilie avait un prêt immobilier. Un enfant. Un emploi qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre. Maintenant, en apprenant l'ampleur des problèmes, elle déclara qu'elle ne pouvait plus se taire. Elle signa sa déclaration. La data. Laura la remercia. Et Benjamin la raccompagna. Quand la porte se referma, Laura s'assit et posa les 2 mains à plat sur la table. C'était le déclic. Ce n'était plus de simples soupçons. Nous avions une date et une heure précises. Un témoin direct. Des propos qui laissaient présager une manipulation. Peut-être même une intention malveillante. De quoi saisir un juge et demander un examen formel de toute la gestion du trust. Benjamin se laissa aller en arrière. Il respira profondément. C'était la première fois que je voyais du soulagement sur son visage. Mais je ne le ressentais pas. Pas encore. Parce que je savais ce qui allait suivre. Sarah finirait par découvrir la vérité. Et quand elle la découvrirait, elle ne paniquerait pas. Elle s'organiserait. 2 jours plus tard, tout a commencé. J'ai reçu une lettre de son avocat. Polie. Froide. On m'accusait d'entraver une transmission successorale légale. On prétendait que j'étais motivée par le chagrin, un malentendu et une rancœur personnelle. On menaçait de me réclamer le remboursement des frais de justice si je ne retirais pas ma requête dans les 10 jours ouvrables. J'ai lu la lettre 3 fois avant de la plier soigneusement et de la poser à côté de mon café. Puis j'ai appelé Benjamin. Il m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai dit que j'allais très bien depuis des années. J'étais simplement restée silencieuse. Mais le silence n'était pas synonyme de capitulation. Il a ri doucement. Il a dit que c'était la meilleure chose qu'il ait entendue de toute la semaine. Cet après-midi, Laura a remis notre réfutation complète. Y étaient jointes les notes d'Émilie, sa déposition officielle, des comparaisons de métadonnées, les brouillons précédents de Thomas et les relevés d'activité du système de sécurité du bureau prouvant qu'il n'était pas entré dans le bâtiment le week-end où les nouveaux documents étaient censés avoir été signés. Le dossier était lourd. Il était lourd de sens. Mais plus encore, il était porteur d'une intention. Nous n'accusions pas par vengeance. Nous cherchions à faire éclater une vérité enfouie sous le poids de la facilité et du contrôle. Ce soir-là, assise sur la véranda, une couverture à la main, j'écoutais le vent dans les arbres. Pour la première fois, je me suis autorisée à ressentir quelque chose de nouveau. Ni tristesse, ni rage, mais sérénité. Une forme de certitude profonde. Sarah avait réécrit le dernier chapitre de l'histoire de Thomas. Mais maintenant, l'encre rouge avait transparaître. Et je tenais encore le manuscrit original.
L'invitation arriva dans une enveloppe crème. Sans timbre. Elle se glissa simplement sous ma porte. Elle ne venait pas directement de Sarah, bien sûr. Elle émanait du conseil d'administration de la succession. Co-signée par l'un des plus anciens associés de Thomas. Une réunion officielle se tenait dans les nouveaux bureaux de la fondation. Pour finaliser le transfert des pouvoirs exécutifs. Aucune mention du procès. Aucune mention de ma contestation. Seul ce ton définitif régnait. La réunion était prévue jeudi à 14 heures. Je la lus en buvant mon café. Une fois, puis deux. Ensuite, je la pliai et la posai à côté de mon assiette, comme s'il ne s'agissait que d'un simple prospectus. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas une simple politesse. C'était une mise en scène. Sarah voulait que je voie ce qu'elle croyait avoir déjà gagné. Elle voulait que je la regarde s'installer dans le fauteuil à côté duquel je m'asseyais autrefois. Que je souris comme si elle l'avait mérité. J'appelai Laura. Je lui dis que je serais là. Benjamin hésita quand je lui en parlais. Mais je lui dis de ne pas s'inquiéter. Je ne voulais pas faire d'esclandre. J'avais juste besoin de le voir. Besoin de ressentir le fossé entre celle que j'étais et celle que je devenais. Ce jeudi-là, je suis arrivé 5 minutes en avance. Les nouveaux bureaux de la fondation étaient un bâtiment de verre en centre-ville. Sol en marbre et ascenseur silencieux. Une réceptionniste m'a conduite à la salle de conférence. J'ai reconnu quelques visages. Des hommes avec qui Thomas avait travaillé sur le projet éducatif. Des femmes qui m'avaient jadis serré dans leurs bras lors de banquets et m'avaient tendu des assiettes de poulet en m'appelant « ma chérie ». Ils souriaient tous. Polis. Maîtrisés. Mais aucun ne m'a demandé où j'étais passé. Sarah était assise en bout de table. Son tailleur était bleu foncé. Ses cheveux étaient tirés en arrière en un chignon impeccable. Elle portait une montre simple et un chemisier blanc. Une autorité discrète, empreinte de puissance. Lorsqu'elle me vit, son sourire esquissa à peine un éclair de surprise, puis retrouva son assurance. J'acquiesçai et pris place à l'autre bout de la salle. La réunion commença par des politesses d'usage. Un bilan des dons récents. Des notes sur les initiatives à venir. J'écoutais en silence. Tout était convenu. Un discours stratégique, dénué d'âme. Arrivé au point intitulé « Transition de la direction », Sarah s'éclaircit la gorge. Elle commença à remercier chacun pour son soutien. Elle parla de la vision de Thomas. De la continuité. Du poids des responsabilités. C'était un discours préparé. Puis elle dit quelque chose qui fit taire l'assemblée. Elle me remercia. Elle dit que j'avais soutenu Thomas à ses débuts. Que j'avais contribué à poser les fondations de ce que l'organisation était devenue. Mais ensuite, elle prononça la phrase que je n'oublierai jamais. Et maintenant, grâce à votre bienveillance, je poursuis son œuvre. Votre grâce. Comme si je m'étais incliné. Comme si je vous l'avais remise. Je restai immobile. Complètement immobile. Puis je fouillai dans mon sac et en sortis une petite enveloppe. Silencieusement, je la tendis à l'homme à côté de moi. Le plus vieil ami de Thomas. Toujours membre du conseil d'administration. Il parut perplexe, mais la prit. À l'intérieur se trouvait une copie de la lettre notariée signée par Émilie. Ainsi qu'un bref résumé du mémoire juridique de Laura. Et une copie annotée en rouge de la page que Sarah avait modifiée dans l'acte de fiducie initial. Il ne dit pas un mot. Il la passa simplement à la personne suivante. Et à la suivante. En quelques instants, Sarah le remarqua. Son sourire se figea. Ses mains s'immobilisèrent. Je n'osais pas la voir. Je n'expliquai rien. Je laissai simplement le papier circuler. Lorsqu'il atteignit le bout de la table, je me levai. « Merci pour l'invitation », dis-je. « Mon avocat vous contactera si quelqu'un a besoin de précision. »
Et je sortis. Sans précipitation. Sans colère. Simplement. Je suis rentré chez moi en voiture, les fenêtres entr'ouvertes, laissant le bruit de la ville s'infiltrer. Laura m'a appelé ce soir-là. Elle avait déjà eu des nouvelles d'un membre du conseil d'administration. Ils étaient inquiets. Ils souhaitaient un audit interne indépendant avant de procéder à tout transfert définitif d'autorité. Benjamin l'a dit mieux que personne. Ce moment autour de la table n'était pas une confrontation. C'était une réorientation. Sarah s'attendait à ce que tu te retires. Elle ne s'attendait pas à ce que tu viennes avec la vérité. Les jours suivants, la situation a de nouveau évolué. Discrètement, mais de façon significative. Le conseil a reporté son vote. L'avocat de Sarah est resté silencieux. On a demandé à un tiers neutre d'évaluer les amendements contestés. Même si cela n'a pas abouti juridiquement, la tâche était désormais là. Le doute. L'hésitation. Et dans cet espace, j'ai retrouvé quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois, l'équilibre. Ce samedi-là, j'ai pris la vieille boîte d'archives de Thomas dans le bureau. Celle qui contenait les statuts originaux de la fondation. Ses notes sur les programmes de mentorat. La première demande de subvention qu'il ait jamais rédigée. J'ai lu chaque page lentement. Alors j'ai tout emballé et j'ai appelé Benjamin. Je voulais que ces documents soient archivés correctement. Pas enfouis dans des cartons d'archives. Pas associés à un nom. Juste préservés. L'histoire de ce que nous avions construit ensemble avant qu'on y touche. J'ai terminé cette semaine par une promenade au bord du lac près de notre ancienne maison. L'air était froid mais pur. Ce genre de froid qui vous réveille. Qui aiguise l'ouïe. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai ressenti aucun besoin de me justifier. La vérité avait désormais sa propre voix. Elle ne criait pas. Elle n'accusait pas. Elle existait, tout simplement. Incontestable. Imperturbable. Et cela suffisait. Les jours qui ont suivi la réunion du conseil d'administration furent étrangement calmes. Pas d'appel. Pas de menaces. Pas de lettres au langage juriste ni de demande voilée. C'était comme si un rideau était tombé sur la scène que Sarah avait soigneusement préparée. Et maintenant, le public avait discrètement quitté ses sièges. Mais je ne confondais pas silence et résolution. Laura m'avait prévenu que ces moments étaient souvent les plus stratégiques. Quand le silence s'installe, c'est que les gens se regroupent. Mais cette fois, ce n'était pas moi qui devais me préparer. J'avais déjà fait ma part. J'avais déjà dit la vérité. C'était maintenant à son tour d'en assumer les conséquences. J'ai passé cette semaine à retrouver mon rythme habituel. De petites choses. Arroser les plantes. Lire le journal à la table de la cuisine. Préparer la soupe comme Thomas l'aimait. Je ne ressentais plus le besoin urgent de trouver des explications. Certains aspects de la trahison resteront toujours inexpliqués. Et j'avais fait la paix avec cela. Puis vint dimanche. Laura appela peu après midi. Elle avait reçu un courriel inattendu de l'équipe juridique de Sarah. L'enquête sur la fiducie serait abandonnée. En fait, Sarah se retirait complètement de son poste de directrice générale de la fondation. Elle n'admit aucune faute. Juste une déclaration sur la préservation de la réputation de la fondation et le respect de l'héritage de Thomas. Je n'ai pas fêté ça. Je n'ai appelé personne. Je suis simplement sortie avec un manteau et j'ai laissé l'air froid de l'hiver me fouetter le visage. Froid. Authentique. Et révélateur. Le mardi suivant, la fondation publia un bref communiqué de presse confirmant la transition. Ils nommèrent un comité de surveillance temporaire, composé d'anciens membres du conseil d'administration qui avaient travaillé directement avec Thomas pendant les premières années. Benjamin m'en fit parvenir une copie, avec un mot personnel de l'un d'eux. Il disait simplement ceci: « Tu as eu raison de protéger ce qui comptait.
Je fixais ces mots plus longtemps que je ne l'aurais cru. Ils n'avaient rien d'éclatant. Ils n'apaisaient pas la douleur. Mais ils reconnaissaient quelque chose de plus profond que des excuses. Cette semaine-là, Laura et moi nous sommes rencontrés une dernière fois en personne. Elle avait préparé un résumé de l'état d'avancement du dossier et des prochaines étapes possibles si je souhaitais demander officiellement des dommages et intérêts. Elle avait exposé clairement chaque possibilité, chaque option étant mûrement réfléchie. Je l'ai remerciée, mais je lui ai dit non. Je ne voulais pas prolonger les choses. Non pas parce que j'avais pardonné à Sarah, mais parce que j'avais déjà obtenu ce qui comptait le plus pour moi. J'avais récupéré mon nom d'un document qui tentait de l'effacer. J'avais repris ma place dans une histoire que j'avais contribué à écrire. Et surtout, j'avais refusé de me laisser abattre par ma propre histoire. Ce soir-là, assise dans mon bureau, j'ai ouvert un tiroir que je n'avais pas touché depuis des années. À l'intérieur, il y avait des notes manuscrites de Thomas, des lettres, de vieux reçus de voyage, sa liste de livres qu'il n'avait jamais lus. Il y avait aussi une enveloppe scellée que je ne reconnaissais pas, sans étiquette, simplement laissée là, glissée derrière un vieux registre. Je l'ai ouverte lentement. À l'intérieur se trouvait une copie d'un testament antérieur. Daté d'1 an avant la révision déposée par Sarah, ce document contenait les souhaits précis de Thomas concernant la fondation, la fiducie et mon rôle de cofiduciaire à vie. Des pages de notes griffonnées en marge, des phrases personnelles, des allusions à des voyages et à nos conversations sur l'héritage et l'équilibre, m'ont envahi. Les larmes me sont montées aux yeux en lisant le dernier paragraphe. Il avait écrit que, quoi qu'il arrive, il voulait que les valeurs que nous avions bâties ensemble restent au cœur de tout ce que la Fondation entreprenait. Pour lui, la famille n'était pas une question de nom ou de lien du sang, mais d'être là les uns pour les autres en silence, loin des regards. Il avait signé à la main. Sans témoin. Juste son intention. Je suis restée assise avec ce papier jusqu'à la tombée de la nuit. Le lendemain matin, j'ai apporté le document à Benjamin et lui ai demandé de l'archiver. Non pas comme preuve, ni pour un tribunal, mais simplement pour la postérité. Quelques semaines plus tard, je suis retournée à la fondation pour la première fois depuis la rupture. L'atmosphère était plus calme, moins formelle, moins intimidante. Le nouveau comité m'a accueilli chaleureusement. Ils m'ont demandé conseil concernant l'un des premiers programmes de bourse de Thomas. J'ai proposé de consulter les dossiers et de les aider du mieux que je pouvais. Ils ne m'ont pas demandé de revenir à un poste officiel. Et je ne m'y attendais pas. Ce n'était plus le but. Je n'étais pas là pour être nommé. J'étais là pour témoigner. Pour m'assurer que ce que nous avions construit ensemble ne disparaisse pas sous les coups de quelqu'un d'autre. Je suis partie au bout d'1 heure. J'ai marché lentement jusqu'au parking. Le soleil d'hiver était bas à l'horizon. Il projetait de longues ombres sur le bitume. Je me suis arrêtée près de ma voiture et j'ai regardé le bâtiment de verre. Il scintillait, mais il ne m'intimidait plus. Ce n'était qu'un lieu. Un réceptacle. Et je n'avais plus besoin de son approbation. Ce soir-là, j'ai allumé une bougie dans la cuisine et je me suis assise près de la fenêtre avec une tasse de thé. J'ai pensé à Thomas, à Émilie et à son courage discret, à Laura et Benjamin, qui s'étaient présentés non seulement comme des professionnels, mais comme des personnes intègres. Et j'ai pensé à moi. Non pas la femme restée silencieuse lors de la première lecture du testament, mais celle qui était revenue pleinement. Non pas pour se battre, mais pour être vue. Pour reprendre sa place. Pour écrire la fin de l'histoire de sa propre main. 1 mois s'était écoulé depuis le retrait officiel de Sarah. Et pendant ce temps, le monde autour de moi s'était adouci d'une manière inattendue. Sans audience au tribunal. Sans avocat en attente. Sans le poids des documents et des signatures à examiner, j'ai commencé à agir différemment. Les matins commençaient plus lentement. Je ne prenais plus mon agenda avant d'avoir fini mon thé. Je m'asseyais dans la véranda, la vieille couverture de Thomas sur les jambes.
La lumière hivernale inondait le parquet. Et je laissais le silence me suffire. Ce calme, je le compris, n'était pas l'absence de chaos. C'était la récompense de l'avoir affronté. Laura est passée un après-midi déposer un dernier dossier. Il ne restait plus que des formalités. Elle s'était occupée de clore les enquêtes, d'enregistrer les déclarations et de s'assurer que mon rôle dans la fiducie initiale soit reconnu et archivé. C'était fait. Plus rien à contester. Nous n'avons pas beaucoup parlé ce jour-là. Elle m'a adressé un doux sourire, m'a tendu l'enveloppe et nous sommes restés assises quelques minutes en silence. Puis elle s'est levée et m'a serré la main doucement avant de partir. Après son départ, j'ai rangé le dossier dans le tiroir du haut du bureau de Thomas. Pas verrouillé, juste posé. Comme s'il avait toujours été là. À côté de ses notes et de ses convictions profondes. Ce week-end-là, je suis allée visiter le jardin derrière le centre communautaire que nous avions contribué à financer des années auparavant. C'était l'hiver, certes, mais le jardinier avait déjà planté des bulbes précoces, des jonquilles, des iris et quelques crocus qui attendaient leur heure. Même sous le gel, la vie se prépare à éclore. J'ai longé le bord du chemin, me remémorant la cérémonie d'inauguration. La façon dont Thomas m'avait tenu la main lorsqu'ils avaient dévoilé la plaque. Elle était toujours là, un peu patinée par le temps, mais immuable. Tout comme nous. On pouvait y lire, en l'honneur de ceux qui s'aiment pour un avenir qu'ils ne verront peut-être jamais. Ces derniers mois, j'avais parfois craint que cet avenir ne soit effacé. Mais il ne l'était pas. Il avait seulement été enfoui sous l'orgueil et l'ambition. Et maintenant, il renaissait. Plus tard dans la semaine, j'ai reçu une lettre d'une des jeunes boursières qui avait participé à notre première initiative éducative. Elle avait entendu parler des changements au sein de la fondation. Elle tenait à me dire combien la bourse qu'elle avait reçue des années auparavant avait transformé sa vie. Elle travaillait désormais dans une association locale, où elle accompagnait des jeunes filles issues de quartiers semblables à celui de son enfance. Son message était bref, mais poignant. Elle ne connaissait pas toute l'histoire. Peu importait. L'essentiel était que notre initiative les touchait. Et maintenant, elle la transmettait. Ce soir-là, assise dans ma cuisine, j'ai observé les alentours. C'était le même espace où je m'étais jadis sentie exclue, invisible, muette. Mais à présent, le silence était différent. Il était empli de souvenirs, de clarté et de paix. Je n'avais rien détruit. J'avais simplement refusé de disparaître. Le printemps arriva lentement cette année-là. Les jonquilles du jardin communautaire furent les premières à fleurir, suivies par le doux parfum des premières tulipes qui bordaient le trottoir devant les bureaux de la fondation. Je n'y allais pas souvent, juste assez pour me sentir connectée, juste assez pour me souvenir. Un matin, je reçus une petite invitation par la poste. Une enveloppe crème, des lettres en relief. C'était pour le déjeuner annuel des donateurs, un événement que Thomas et moi avions contribué à créer 20 ans auparavant, mais auquel je n'avais pas assisté depuis des années. Revoir mon nom parmi les invités d'honneur me parut étrange. Je n'étais pas sûre d'y aller. Non pas par peur, mais parce que je n'éprouvais plus le besoin de faire mes preuves. Et pourtant, j'y suis allée. J'ai choisi un costume gris clair et épinglé à mon col l'ancienne broche de Thomas, celle qu'il portait lors de ses prises de parole en public. Un petit chêne argenté. Immuable. Enraciné. Silencieux. La salle de bal était restée la même. Sol ciré. Table ronde. Musique douce en fond sonore. Les gens se mêlaient, échangeant des nouvelles polies. Sarah était absente. Son nom avait disparu des programmes imprimés, remplacé par celui du comité intérimaire et une nouvelle déclaration de mission. Je n'ai pas beaucoup parlé. J'ai simplement observé. Et vers la fin de l'événement, un événement inattendu s'est produit. Rachel, une des nouvelles membres du conseil d'administration, est montée sur scène. Jeune, elle s'exprimait avec calme et grâce.
Elle a remercié ceux qui avaient accompagné la fondation durant la transition. Puis elle s'est arrêtée. Elle a regardé dans ma direction et a prononcé mon nom. Non pas avec cérémonie, mais avec chaleur. Elle a brièvement évoqué les débuts, la mission initiale de Thomas et la force tranquille de ceux qui avaient porté cette mission à travers les tempêtes. Puis elle a quitté la scène. Et la salle se tourna vers moi dans une vague d'applaudissements amicaux. Je me suis levée. Un bref instant. Et j'ai hoché la tête. Non pas pour être reconnue. Non pas pour attirer l'attention. Mais comme un dernier geste. Un petit signe de reconnaissance que le long chemin que j'avais parcouru n'était plus caché. Il avait désormais un nom. Et cela me suffisait. Ce soir-là, je suis rentrée seule. Je suis passée devant la vieille librairie où Thomas s'arrêtait tous les dimanches. J'ai souri en voyant qu'ils avaient exposé un exemplaire de son roman préféré en vitrine. De retour dans ma cuisine, j'ai préparé du thé et ouvert la porte de derrière. L'air était frais, doux. Je suis sortie et j'ai contemplé le ciel. Il était immense, ouvert, et m'appartenait pleinement. Je n'étais pas une femme effacée. Je n'étais pas un simple figurant dans la version de l'héritage de quelqu'un d'autre. J'étais entière. Et j'étais enfin chez moi, au cœur de ma propre histoire. Si ce récit vous a rappelé une période où vous avez dû reconquérir votre voix, votre valeur ou votre place dans l'histoire familiale, sachez que vous n'êtes pas seul. Des histoires comme celle-ci portent en elles des fragments de chacun de nous. Et parfois, les victoires les plus discrètes sont les plus puissantes. Merci de nous avoir accompagnés dans ce cheminement.